C'était une scène de crime avec beaucoup de sang. Il y avait des blessures par balle au niveau de la tête. J'ai vu une caméra de surveillance. En 1994, c'était une chance. Voyons voir. Ça faisait au moins 14-15 ans que j'allais sur des scènes de crime. C'était la première fois que ça me donnait la chair de poule. Au début des années 90, Miami était un endroit fascinant. L'argent facile, les belles voitures, des scènes de spectacle partout. Debbie et sa sœur Sharon grandissent ensemble à Miami. C'était l'environnement parfait pour quelqu'un comme ma sœur. Elle était belle, amusante, et elle cherchait une opportunité de se lancer dans le show business. On avait toutes les deux des vies bien remplies. J'avais quitté Miami pour aller à l'université et j'étais enceinte de 9 mois. J'attendais mon premier enfant. Sharon, elle, avait décroché un rôle dans une pièce de café-théâtre. Elle était très contente parce que c'était une occasion pour elle de commencer sa carrière d'actrice. Fais-moi confiance, mes pouvoirs ne sont pas maléfiques. Fais-moi confiance, mes pouvoirs... Oh, pardon, maman. C'était une boule de nerfs, selon ma mère. La pièce avait lieu le lendemain. Une répétition générale était prévue. Elle ne tenait pas en place. Il faut vraiment que je maîtrise ce passage. J'ai besoin d'une pause. Je crois que je vais sortir. Au dernier moment, elle a décidé d'aller voir Marie. D'accord, j'arrive dans 20 minutes. Salut, maman. Sharon et sa meilleure amie Marie se rendent dans leur bar préféré, le Casey's Nickelodeon. Sharon et Marie avaient tout un groupe d'amis. Marie, comme Sharon, était ravissante. Elle projetait de devenir costumière. Une bouteille de champagne. Non, je dois me lever tôt. Allez, c'est un gros rôle, on doit fêter ça. On le fera après. Une coupe. Bon, d'accord. Sharon était allée au Casey's Nickelodeon de nombreuses fois dans l'année. À chaque fois, elle avait attiré l'attention du patron du bar, Butch Casey. Il faut déjà réussir la première. Quelle première? Salut! La pièce de Sharon commence dans 2 jours. Ah, ça se fête, non? Oui, tu vois! Tu nous gâtes tout le temps, Butch. Butch était un séducteur. Il plaisait à beaucoup de femmes, et inversement. Il était aussi très sociable. Il se mêlait tout le temps à ses clients. Donc je comprends pourquoi il pouvait y avoir un lien entre Butch et Sharon. Lui était très avenant, et Sharon était une personne ouverte et chaleureuse. Et voilà. À Sharon et sa première représentation. À Sharon, à ta première. Merci. Allô? Le lendemain, je reçois un appel de ma mère en fin d'après-midi. J'entends immédiatement l'inquiétude dans sa voix. La première chose qu'elle me dit, c'est qu'elle devait aller au cinéma avec Sharon, mais qu'elle n'était pas venue. Elle était où hier soir? Je commence à poser plein de questions. Quand lui as-tu parlé pour la dernière fois? Avec qui était-elle? Et je lui dis, maman, refais l'historique. Appelle Marie. C'est pas grave. Appelle Marie, d'accord? Salut.
Je ne me suis pas trop inquiétée, jusqu'à ce que ma mère me rappelle. Allô? Elle avait appelé la mère de Marie, qui lui avait répondu que Marie n'était pas rentrée non plus. D'accord. Quand elle a dit ça, j'étais affolée, parce qu'elles étaient donc deux à avoir disparu. Je me suis dit, il leur est arrivé quelque chose. La mère de Sharon alerte la police. La police de Miramar a commencé son enquête en retraçant leur déplacement. Selon des membres de la famille, elles avaient été vues pour la dernière fois au Casey's Nickelodeon, qui était un bar du quartier. D'accord, super, merci. Les enquêteurs se rendent au bar. Salut. Vous pouvez me dire si ces deux filles sont venues ici hier soir, assez tard? Le responsable du bar, qui s'appelle Ray Nixon, leur apprend que Sharon et Marie étaient bien là, qu'elles avaient discuté avec Butch et qu'il les avait vus partir avec lui. Vous pourriez l'appeler? Butch était un personnage extravagant, haut en couleur, mais il semblait aussi avoir un côté sombre. Il avait beaucoup d'argent sur lui, parfois des dizaines de milliers de dollars qu'il fourrait souvent dans ses bottes. Rien? Pas de réponse. Ils étaient donc encore plus inquiets pour ce qui avait pu se passer. On peut aller chez lui? Ils se rendent chez Butch à Miramar. En arrivant devant la maison, ils entendent de la musique assez fort. Les lumières sont allumées. Ils frappent à la porte. Il a frappé, sans succès. Mais il y avait une carte au niveau de la porte. Police? Il s'agit d'une carte laissée par le département du shérif du comté de Palm Beach. Il a fait le tour de la maison en suivant une allée qui menait à l'arrière de la maison. La maison de Butch possédait une baie vitrée qui donnait sur la salle à manger. Il y a quelqu'un? Police! Il s'est approché et a balayé la pièce du regard. Il a aperçu les corps. Puis il est reparti pour ne pas compromettre d'éventuels indices. Les cordons de sécurité ont été mis en place pour délimiter le périmètre et tout le quartier a été envahi d'agents de police. L'enquêteur Bob Serrat est envoyé sur place pour examiner la scène. Il y avait 3 victimes, 2 femmes et un homme. Ils étaient tous au même endroit, allongés face contre terre. Les victimes sont identifiées. Il s'agit de Butch Casey, Mary Rogers et Sharon Anderson. Il y avait des blessures par balle au niveau de la tête. 2 calibres de douille ont été retrouvés. 9 mm et 380. 2 armes. Par ici. On prend tout ça en photo. Il y avait des traces de sang à proximité des corps. Sur le carrelage, on pouvait voir une empreinte de chaussure. Quelqu'un avait marché dans le sang. La maison était sans dessus-dessous. On va prendre toute cette zone en photo. Quand on s'est retrouvés dans le salon,
J'ai tenu le flash au-dessus de ma tête, de façon à ce qu'il puisse faire une photo grand angle. Et quand le flash s'est déclenché, j'ai reçu un reflet qui venait du haut des étagères. J'ai regardé en l'air, et là, en fait, j'ai vu une caméra de surveillance. Elle était cachée derrière un clap de cinéma. J'ai aussi repéré un câble relié à la caméra. En le suivant, j'ai vu que l'autre bout était branché à l'arrière du magnétoscope. En 1994, on rencontrait rarement un tel matériel. C'était une chance. Il n'y a pas de télé. Bien, il faut en trouver une. On est allé dans une pièce équipée d'une télé. Voyons voir. Ça faisait 15 ans que j'allais sur des scènes de crime. C'est la première fois que ça me donnait la chair de poule. Je me rappelle avoir dit à mon coéquipier, « Ne me dis pas que Casey a enregistré son propre homicide. » Ok, reviens au moment où ils entrent. Ils étaient dans la cuisine. A priori, ils étaient en train de boire du vin. Et c'est là que les malfaiteurs font irruption. Sharon Anderson est allée dans la chambre de Casey à la seconde où elle a réalisé ce qui se passait. L'homme qui n'était pas armé a couru à sa poursuite. Remets ce passage. Le premier homme a frappé Casey qui s'est écroulé. Il a fait tomber ensuite l'autre fille. La femme qu'il pousse au sol, c'est Marie. Ensuite, il a donné une série de coups violents à Casey avec une arme. Remets le moment où ils entrent. Le premier à entrer portait une casquette de baseball. On voyait mal son visage. Le second type avait un t-shirt sur la tête et ça masquait les contours de son visage. Quand les agresseurs sont entrés, seul l'un d'eux avait une arme. A priori un Tech 9, fonctionnant avec des balles de 9 mm. L'autre suspect avait uniquement ce qui semblait être un bâton. On peut distinguer une différence de couleur au niveau des mains des agresseurs. On pouvait donc supposer, ou en déduire, qu'ils portaient des gants en latex pour éviter de laisser des empreintes sur les lieux. En fait, on voyait bien que l'un des suspects se concentrait sur Butch Casey. Il semblait lui parler avant de le frapper avec l'arme. Il le frappait constamment, comme si une sorte d'interrogatoire avait lieu. Il lui faisait les poches. Puis ils lui ont retiré ses bottes. Ils vont faire ça longtemps. Ensuite, l'autre fille a été sortie de la chambre par l'autre suspect. Les victimes ont été placées au sol, côte à côte, et abattues, une par une.
C'était un meurtre insensé. Ces individus s'étaient donné la peine de dissimuler leur identité sur place. Pourquoi fallait-il qu'ils tuent? Ça n'avait aucun sens. On continue. Une seconde. Stop, pause. L'un des agresseurs a commis une erreur en retirant le t-shirt qui masquait son visage, pile dans l'axe de la caméra. Ce n'était pas aussi net qu'on l'aurait voulu. L'image comportait beaucoup de bruit, comme on dit. Mais les images de surveillance allaient être cruciales dans l'identification de l'auteur du crime. Bon, regardons la fin. Ce qui m'a vraiment fait souffrir, c'est cette jeune femme. Il lui avait tiré dessus. Si elle était restée immobile, si elle n'avait pas bougé, aujourd'hui elle serait peut-être en vie. Mais elle a bougé. Et ils ont compris qu'il ne l'avait pas tuée. Ils lui ont encore tiré dessus. C'était dur. Ça suffit. On la porte aux inspecteurs. On a suggéré de solliciter le FBI, qui avait évidemment un matériel plus performant que le nôtre pour voir s'il pouvait améliorer l'image. La journée se passait à merveille, mais j'étais stressée. C'était mes dernières semaines de grossesse. Ma mère a téléphoné. Allô? Maman, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle a demandé à parler à mon mari. Elle veut te parler. Je me rappelle que ça m'a paru très étrange. Il répondait uniquement par oui, non, des réponses très courtes. Je l'ai trouvé très bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. J'étais au bord de la panique. J'ai laissé échapper un « Est-ce que Sharon est morte ?» Il a répondu « Oui ». Il a répondu « Oui ». Je me suis effondrée. Les enquêteurs continuent de fouiller la maison de Butch Casey à la recherche d'indices susceptibles de les mener au meurtrier. Les enquêteurs ont retrouvé un t-shirt qui, d'après eux, était celui qui avait servi à masquer le visage de l'un des malfaiteurs. Il se trouvait juste devant l'entrée de Butch Casey. C'était un t-shirt bleu avec le logo d'une entreprise de fourniture électrique. Il y avait du sang dessus, mais mis à part le logo de l'entreprise, ils n'avaient aucune autre information. Tandis que le t-shirt est envoyé au laboratoire pour être examiné, les enquêteurs quadrillent le quartier. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions? Butch avait un voisin qui s'appelait Gary Foy. En partant en voiture le matin des meurtres, il était passé devant la maison de Butch et avait vu la Mercedes de Butch quitter l'allée. Avez-vous vu qui conduisait? Il a dit qu'il y avait deux hommes dans la Mercedes et qu'il les avait remarqués parce qu'ils faisaient les idiots avec la voiture. Ils jouaient avec la radio, avec les vitres. Il s'est fait la réflexion que c'était très étrange. Merci de votre aide. Je vous rappellerai.
La police avait donc cette image de l'un des suspects et un voisin qui avait vu deux hommes utiliser la Mercedes de Butch. Mais il n'avait personne à qui relier ces visages. Lorsque les enquêteurs composent le numéro figurant sur la carte de police retrouvée sur la porte d'entrée de Casey, ils découvrent le motif de cette visite. Le service d'un agent de police avait été contacté par le bureau du shérif du comté de Palm Beach, disant qu'ils avaient retrouvé la décapotable de Butch Casey en feu au bord des Everglades, à une centaine de kilomètres au nord de chez Butch. Cet agent de police s'est donc rendu chez Butch. Il a frappé, mais ça n'a pas répondu. Il a laissé sa carte sur la porte et est reparti. Quand le premier policier a frappé à la porte de Butch, ils étaient déjà morts, tous les trois, à l'intérieur. Oui, merci. Au revoir. J'ai trouvé ça sur la scène de crime. On a aussi retrouvé des enregistrements des appels téléphoniques. Allô? Brian, c'est la grosse embrouille. Des bastons avec des gangsters et toutes sortes de sales types. Lors d'un appel téléphonique que Butch a enregistré, il parle à son fils Brian, qui est adulte. Allô? Brian, c'est la grosse embrouille. Des bastons avec des gangsters et toutes sortes de sales types. Toi? Ouais. Mais j'ai eu le type. Je l'ai eu. Ah ouais? Ouais, je me suis chargé de lui. C'est du sérieux. Il y a toujours quelque chose. On ne s'ennuie jamais avec moi, Brian. Tu sais ça, on ne s'ennuie jamais. Jamais de temps mort. Bon sang. Butch donnait à Brian des informations très intéressantes sur certaines altercations qu'il avait eues avec des voyous. Peut-être la mafia. On a un numéro pour le fils de Butch? Bonjour, Brian. Ici l'inspecteur Christopher Schaub. Navré de vous déranger dans un tel moment. Butch évoquait auprès de son fils des inquiétudes qu'il semblait avoir au sujet de sa sécurité, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Il était très déprimé et son fils a dit que le ton de sa voix avait changé. C'est pourquoi les enquêteurs se sont demandé s'il n'y avait pas un danger qui menaçait Butch. Est-ce que vous pensez à autre chose? Il a dit à Brian qu'il avait fait un testament, que Ray était l'exécuteur testamentaire et qu'il y avait un petit quelque chose pour que Brian prenne soin de lui. Il a précisé, non pas que quelque chose va m'arriver, mais c'est au cas où, on ne sait jamais. Je vais parler à Ray. Merci. Parlez-moi de Butch Casey. Ray a dit que Butch s'était comporté très bizarrement au cours des semaines précédant les meurtres, que sa personnalité s'était assombrie. Ray a également dit qu'il savait que Butch transportait de l'argent dans ses bottes. Est-ce que cette information était connue des clients du bar? Ça, il l'ignorait. Entendu. Je vous remercie. Après examen des informations apportées par le gérant du bar, un mobile évident apparaît aux enquêteurs.
Les malfaiteurs lui ont retiré ses bottes à la recherche d'argent liquide. Sa maison a été saccagée. Il est devenu évident qu'il était la cible de ce cambriolage. Et malheureusement, Mary Rogers et Sharon Anderson se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Merci. L'image améliorée du suspect est renvoyée par le laboratoire du FBI. Les images extraites de la vidéo n'étaient pas, contrairement à maintenant, au format numérique. Elles n'étaient pas aussi nettes qu'on l'aurait voulu. Le laboratoire du FBI a donc clarifié les images afin d'obtenir la meilleure qualité possible. Il faut diffuser ça, tout de suite. Ces images ont été imprimées sur un dépliant qui a été distribué aux services de police des comtés de Dade, Broward et Palm Beach. Je n'arrivais pas à assimiler que je ne reverrai jamais Sharon. 3 jours après sa mort, j'ai donné naissance à ma fille. Ils me l'ont mise dans les bras. Elle était belle. Je l'ai appelée Alexis Sharon. C'est le meurtre qui a provoqué l'accouchement, avec 2 semaines d'avance. J'ai même pas pu aller aux obsèques de Sharon. J'ai raté son enterrement. C'était d'une cruauté sans nom. Quand on vous dit que votre sœur a été assassinée et que vous donnez naissance à votre premier enfant, tout se brouille. Il y avait tellement de tristesse autour de cette naissance. Ils m'ont gardée à l'hôpital, puis m'ont laissé sortir le jour de son enterrement. Avoir manqué ses obsèques a rendu ça d'autant plus surréaliste pour moi. Je me retrouvais mère d'un tout petit bébé à qui il a fallu donner de l'oxygène à la naissance à cause de tout ce stress. Elle était bleue. Je ne peux même pas dire à quel point c'est insensé d'avoir un bébé au milieu de tout ça. Elle était partie pour de bon. Mais j'arrivais pas à accepter que c'était la réalité. Ça me paraissait irréel. Le choc a été d'une telle violence que la seule chose qui m'a sauvée, c'est que j'avais un enfant que je devais élever. Mais je me suis sentie dépossédée de cette expérience. Et elle ne verrait jamais ce bébé. Les résultats de l'analyse ADN du t-shirt bleu retrouvé devant la maison de Butch tombent. Le sang présent sur le t-shirt était celui de Sharon Anderson. S'il y avait un mélange de plus d'un ADN sur le t-shirt, la technologie de l'époque n'était pas suffisamment sophistiquée pour parvenir à de telles conclusions. Ils n'en savaient pas plus sur le t-shirt, mais il comportait le logo d'une entreprise de fourniture électrique. Bonjour. Vos t-shirts, vous les donnez seulement à vos employés? Ces t-shirts étaient distribués comme support publicitaire, cadeau d'entreprise. Donc ils avaient dû en distribuer un grand nombre.
Pouvez-vous quand même m'envoyer la liste de vos employés et des entreprises avec qui vous travaillez? Merci. Donc ce n'était pas d'une grande aide. Le t-shirt n'a mené à aucune autre piste. La police de Miramar reçoit alors un appel des enquêteurs du comté de Miami-Dade. Inspecteur Schaub? Il y avait eu un cambriolage similaire au meurtre de l'affaire Casey dans leur secteur. Que s'est-il passé? Plusieurs types ont fait irruption dans une maison. Ils étaient armés. Ils ont terrorisé les occupants. Mais quelqu'un qui était caché dans la salle de bain a alerté les autorités par téléphone. Vous les avez attrapés? Les 3 malfaiteurs ont été arrêtés. Pourquoi m'avoir appelé? La réponse a été « Venez jeter un œil ». Un des malfaiteurs arrêtés lors de cet autre cambriolage présente une ressemblance frappante avec l'homme sur les débris. J'arrive. Donc, un enquêteur de Miramar s'est rendu à Miami-Dade pour voir le suspect. Il s'appelait Pablo Ibar. J'ai quelques questions concernant Butch Casey. Il a nié être impliqué. Ils lui ont demandé avec qui il était au moment des meurtres. Il a répondu « avec ma petite amie ». Puis comment elle s'appelait? Il a donné son prénom. Il ne se souvenait pas non plus de son nom de famille, ni de son numéro de téléphone. Enfin, il nie être allé chez Butch Casey. L'enquêteur a posé alors l'image issue de la vidéo sur la table d'interrogatoire devant Pablo et il lui a demandé qui était cette personne. Vous le reconnaissez, Pablo? Pablo l'a regardé et il a mis sa tête contre la table. Cette photo vous parle? Vous n'avez rien à dire? La réaction de Pablo Ibar a été de ne rien dire. Mais il avait comme un air abasourdi ou surpris. Bon. Pablo, retirez vos chaussures. Ils ont pris ses chaussures pour les comparer aux empreintes ensanglantées retrouvées chez Butch Casey. Suite à la réaction de Pablo, les enquêteurs le soupçonnent d'être l'homme qui apparaît sur l'enregistrement vidéo. Ils obtiennent un mandat pour fouiller le domicile de sa mère où Pablo occupe toujours une chambre. Les enquêteurs ont montré à sa mère les images tirées de la vidéo. Reconnaissez-vous cette personne? Sa mère les a regardés et l'a identifié comme étant effectivement Pablo. C'était bien son fils. Vous travaillez ici? L'entreprise qui emploie la mère de Pablo est associée à Consolidated Electric Supplies, à la société CES, dont le logo figure sur le t-shirt bleu retrouvé à proximité de la scène de crime. Ce n'était pas un lien solide, mais c'était toujours ça. Puisque Pablo Ibar était en garde à vue pour un cambriolage dans le comté de Dade, la police en a profité pour faire un tapissage avec Gary Foy, Bonjour, merci d'être venu. qui comprenait Pablo Ibar. Dès que Pablo Ibar est apparu, Gary Foy a dit
C'est lui. C'est la personne que j'ai vue. Vous êtes sûr? Les chaussures de Pablo ont été comparées aux empreintes de pas ensanglantées retrouvées chez Butch Casey. Les empreintes ne correspondent pas aux chaussures de Pablo. En revanche, elles correspondent à celles de son complice lors du cambriolage de Miami-Dade, Francisco Rincon. Vos chaussures correspondent à une empreinte retrouvée sur une scène de crime. La police a présumé qu'il s'agissait d'un second homme sur la vidéo prise chez Casey, celui qui n'avait pas découvert son visage. Mais il leur a dit qu'il habitait avec Pablo Ibar, qu'ils s'échangeaient constamment leurs affaires, et que ses chaussures appartenaient à Pablo et non à lui. L'adresse? Ce qui a conduit la police jusqu'à la maison où Pablo vivait. Police, on a un mandat de perquisition. Un homme nommé Gene Climesco ouvre la porte. Gene Climesco vivait là avec Pablo Ibar. Gene a déclaré que lui et ses colocataires, dont Pablo, échangeaient souvent leurs affaires, notamment leurs chaussures. Où étiez-vous la nuit du 25 juin? Il leur a dit avoir vu Pablo Ibar arriver à la maison le matin du meurtre. Tandis que les enquêteurs se concentrent sur Ibar et Penalver, Rincon est écarté de l'enquête pour meurtre. Gene a vu Pablo et un des autres colocataires prendre des objets, notamment un pistolet semi-automatique Tech 9, puis retourner à leur voiture et partir. Le colocataire qui était avec Pablo Ibar s'appelait Seth Penalver. Et Seth vivait aussi dans cette maison sur Lee Street. Vous pouvez jeter un œil? Ils ont montré des images des deux individus qui s'étaient introduits chez Casey à Gene, qui a formellement identifié Seth et Pablo comme étant les hommes de la vidéo. Le Tech 9 qu'on voit sur la vidéo n'a pas été retrouvé. Regarde ça. Mais une mallette, ainsi qu'une brochure correspondant à cette arme, le Tech 9, ont été découvertes. 9 mm. La même arme que sur la scène du crime. C'est ça. Dans la maison, il y avait également des gants en latex. Tiens. Il existait des preuves solides indiquant que ces deux-là étaient clairement liés au meurtre. Les enquêteurs retournent au bar pour déterminer si le personnel connaît Seth et Pablo. Vous les reconnaissez? Seth et Pablo étaient venus au Casey's Nickelodeon. D'ailleurs, le responsable les y avait vus quelques heures avant les meurtres. Vous les avez vus ici? Observez Butch. Butch était du genre tape à l'œil. Il portait beaucoup de bijoux. Il avait souvent des liasses de billets sur lui. Il arrive assez rarement, aujourd'hui encore, que des homicides ou des meurtres soient filmés et qu'on puisse avoir une vidéo. Au début de l'enquête, le but était de déterminer qui était ciblé. Généralement, c'est le propriétaire du domicile dans ce type de crime. Et dans ce cas particulier, toutes les preuves indiquaient que la cible était effectivement Butch Casey. Au fil de l'enquête, les liens, les circonstances, les preuves, les identifications se sont accumulées et on finit par désigner Pablo Ibar et Seth Penalver comme étant les individus qui ont fait irruption dans la maison. Passez-moi le juge. La police a donc obtenu des mandats d'arrêt contre Pablo Ibar et Seth Penalver.
La police pense que Pablo Ibar et Seth Penalver ont pris pour cible Butch Casey avant de se rendre chez lui plus tard dans la soirée et de commettre leur crime. En août 1994, Seth et Pablo sont arrêtés et inculpés pour le cambriolage et le meurtre de Butch, Mary et Sharon. Quand ils ont enfin procédé à l'arrestation, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient 2 personnes en garde à vue. Allô? C'est là que j'en ai appris plus sur l'intrusion. Un enregistrement? Quand j'ai appris pour la vidéo, je pensais vraiment que tout ça allait se terminer. Il s'agissait d'un triple meurtre qui avait été filmé. Quelqu'un devait être tenu pour responsable de ce qu'il avait fait. Quand Seth et Pablo ont été jugés, les procureurs sont arrivés avec ce qu'ils pensaient être une montagne de preuves. La vidéo, le témoin oculaire, les déclarations du colocataire. Même si certaines preuves étaient indirectes, leur dossier paraissait solide. Mais au fil du procès, leur argumentaire s'est étiolé. Certains témoins sont revenus sur leur version ou ne se rappelaient pas en détail les déclarations qu'ils avaient faites à la police. Il est devenu évident que cette remarquable preuve vidéo, dont l'image floue avait beaucoup de grains, n'était pas aussi remarquable qu'ils le pensaient. Et ça a mis le jury en difficulté. Ce procès en 1997 a duré environ 9 mois et demi. C'était insensé. On s'est déplacés à chaque fois. Et après 9 mois et demi, le jury n'était pas unanime. Il n'y avait pas de verdict. J'en revenais pas. L'homicide est filmé, mais le jury est indécis. C'est une plaisanterie? C'était dur à avaler en tant que membre de la famille. J'étais très en colère. Vraiment très en colère. Trancher entre un témoin qui se rétracte et une preuve indirecte, c'est une tâche difficile pour le jury. Sur 12 jurés, 10 votaient coupables et 2 votaient non coupables. On est toujours déçu. Il faut évaluer la façon dont on a appréhendé l'affaire. Chacun se demande comment on pourrait faire autrement. Et bien sûr, ça implique de devoir revivre cette épreuve pour vous et pour les témoins, ce qui peut être problématique. 3 ans plus tard, en 2000, Ibar et Penalver comparaissent à nouveau en justice. Et cette fois, les 2 sont déclarés coupables de meurtre et condamnés à mort. Ça ne permet pas de tourner la page, mais ça donne le sentiment de pouvoir respirer un peu. Mais j'ignorais que les cas de peine de mort font automatiquement l'objet d'un appel. Le procès en appel de Penalver survient 12 ans plus tard, en 2012. Depuis toujours, il nie être impliqué dans ce crime. La Cour statue que les preuves contre lui sont indirectes et qu'il ne saurait être prouvé qu'il est l'homme de l'enregistrement vidéo. Il est acquitté des meurtres et relâché. Il faut 7 années supplémentaires pour que le procès en appel de Pablo Ibar ait lieu. En 2019, les avancées technologiques impliquent un réexamen des preuves, ce qui donne lieu à une découverte capitale. En 2019, les analyses ADN étaient très différentes. Elles étaient plus pointues. Et le t-shirt qui avait été abandonné devant chez Butch Casey a été réexaminé. L'analyse a révélé un second profil génétique. En plus de celui de Sharon Anderson, il y avait celui de Pablo Ibar. Ce qui par conséquent plaçait Pablo Ibar sur les lieux lors du cambriolage. C'était suffisant pour le déclarer coupable. Après toutes ces années, on te tient. Ibar est déclaré coupable des meurtres de Butch, Mary et Sharon.
est condamnée à la prison à perpétuité. Cette frustration ressentie pendant 28 ans a été en partie due à cette vidéo. Tout a tourné autour de ces images. Mais elles existaient pour de vrai. Ma sœur me manque. Il n'y a rien de tel que d'avoir une sœur. C'est votre meilleure amie, le reflet de la personne que vous êtes. C'est elle qui vous pousse à tenir debout et à garder espoir. Et ça me manque. Ça me manquera toujours.